Donc, nous reprenons cet après-midi donc, pour cette dernière partie de ce colloque consacré à la notion de forme. Donc, nous reprenons et de quelle manière avec Alain de Libera, qui est titulaire de la chaire de philosophie médiévale à l'Université de Genève et qui va nous parler de formes assistantes et de formes inhérentes. La parole est à vous. Merci beaucoup. Soit un univers philosophique médiéval, il est péripatéticien. L'illémorphisme universel y est la règle. Cela veut dire que tout ce qui est considéré comme étant constitué d'une matière et d'une forme. Avec une exception toutefois, que l'on peut dire théologique, que ce soit au sens aristotélicien du terme ou au sens des théologies médiévales. Si la forme est partout où est la matière, car il n'y a pas de matière sans forme, la forme excède la matière, elle est omniprésente, elle est la même où il n'y a pas de matière, car il y a des formes sans matière. Les intelligences, selon les philosophes, les anges, selon les théologiens, qu'ils soient juifs, chrétiens ou musulmans. Comme le dit Thomas d'Aquin dans sa question disputée sur les créatures spirituelles, c'est la conclusion du texte 1 que vous avez sous les yeux, puisque la matière possède l'être par le biais de la forme, et non l'inverse, rien n'empêche qu'une forme subsiste sans matière, même s'il ne peut y avoir de matière sans forme. Plusieurs thèses sont ici réunies. La matière dépend de la forme ne dépend pas de la matière. En langage thomasien, une forme peut subsister sans matière, une matière ne peut être sans forme. Où l'on notera la différence de lexique, la forme, entendons la forme subsistante, celle qui subsiste par elle-même, peut, c'est son privilège ontologique, capital pour l'ontologie thomiste, subsister seule. Cela veut dire que toute forme ne subsiste pas, une forme accidentelle ne subsiste pas, et que celle qui ne subsiste pas, a fortiori, ne subsiste pas seule. Cela veut dire en outre que la matière, qui précisément ne subsiste pas seule, ne peut quant à elle et tout simplement être sans forme, ou si l'on préfère, se passer de forme, et ne subsiste, quand elle subsiste, que partiellement, en latin partialitaire, c'est-à-dire à titre de partie, dans le composé, le tout illémorphique dont elle est la matière. L'ange est une forma subsistens. L'intellect aussi, qui, Thomas d'Aquin le répète à l'envi, n'est pas forme engagée dans une matière, forma in materia, mais forme immatérielle, l'anglais dirait plus clairement non matérialisée, unmattered form. Le titre, forme immatérielle, porté par les formes dites séparées depuis Alexandre d'Aphrodise, autrement dit les formes intelligibles, qui, pour être pleinement actuées, n'ont pas besoin d'être abstraites, entendant par abstraite, tirées ou dégagées d'une matière, étant toujours déjà pleinement forme et pleinement en acte. Trois entités vérifient cette description. Pour Alexandre d'Aphrodise, déjà, Dieu, les intelligences séparées et l'âme intellective. L'argumentation de la position thomiste, pro et contra, offre un relevé quasi exhaustif des principes, distinctions, règles ou concepts impliqués dans la structure ou les schèmes conceptuels constituant la matrice théorique de l'illémorphisme. Dans le De Spiritualibus Creaturis, le rapport matière-forme passe au crible de la création. En dehors du Dieu créateur, les substances intellectuelles ont deux caractéristiques, entraînant deux lignes d'argumentation et deux conclusions opposées. Elles sont à la fois intellectuelles et créées. Les formes dites créées, ne pouvant être sans matière, on conclut que les substances spirituelles sont, comme toute chose en dehors de Dieu, composées de matière et de forme et donc soumises à l'illémorphisme. En tant qu'intellectuelles, en revanche, les dites substances étant exemptes de matière, puisque c'est par cette exemption qu'elles sont intellectuelles, on conclut qu'elles ne sauraient être unies à un corps et donc entrer dans un composé. Donc ce statut d'être créé et d'être intellectuel, finalement, aboutit
à une contradiction. Comment sortir de l'aporie? Une solution populaire au XIIIe siècle consiste à hausser d'un cran, d'autres diraient simplement métaphoriser, la distinction matière-forme, en lui substituant schématiquement une distinction entre, je cite, ce qui tient lieu de matière et ce qui tient lieu de forme, autrement dit entre quo est et quod est, terme clé de l'ontologie des Porretani, une école du XIIe siècle, contemporaine d'Abélard, que nous retrouverons bientôt, pardon, ou plus simplement, donc, entre ce qui est en puissance, ce qui correspond à ce qui tient lieu de matière, et ce qui est en acte, ce qui correspond à ce qui tient lieu de forme. Quod est, quo est. Ce recours à des substituts de la matière et de la forme n'a rien de violent. Son premier auteur est, après tout, Aristote. Aristote lui-même est dans un contexte qui nous concerne ici au premier chef, le célèbre passage du De Anima, où il énonce ce dont les commentateurs grecs, arabes, juifs et latins ont tiré la distinction devenue canonique entre intellect matériel ou illique, puis possible, et intellect agent, encore appelé poïétique. C'est le texte 2 d'Aristote, mais puisque dans la nature tout entière, on distingue d'abord quelque chose qui sert de matière à chaque genre, et c'est ce qui est en puissance tous les êtres du genre. Et ensuite, une autre chose qui est la cause et l'agent parce qu'elle les produit tous, situation dont celle de l'art par rapport à sa matière est un exemple, il est nécessaire que, dans l'âme aussi, on retrouve ces différences. De Anima 3, 5, 430, A, 10, 14. Matière, forme, sujet et agent, puissance et acte, cause matérielle, efficiente et formelle, ou comme le dira Averroès commentant ce passage, patient, agent et produit, tout ici se rencontre ou se superpose de ce qui articule le schème de la subjectivité à celui de l'agence. C'est sur cette toile de fond, ou pour mieux dire sur cet horizon, que se découpe la distinction entre nos deux sortes de formes, celles qui donnent leur intitulé à ces quelques remarques, forma informans et forma in aerens d'un côté et forma assistans ou assistens de l'autre. Avant d'examiner le lieu théorique de leur première formulation, il importe de mieux définir ce qui, du point de vue de cet acte tout à fait particulier qu'est l'acte de pensée, règle le discours de l'agence. 3 théorèmes structurent le dispositif thomasien, que l'on pourrait aussi bien dire scolastique, tant l'un se confond avec l'autre. Je ne maîtrise pas tout à fait cet outil, effectivement. Eh bien, peu importe. Premier théorème, la pensée est une action, TA1, ça serait comme ça, mais ça n'apparaît pas. Je vais revenir en arrière, ou plutôt éviter de vous faire perdre trop de temps avec mes manipulations. Bon, je voulais revenir à la page antérieure, mais c'est ce qu'il y a de plus difficile dans la vie. La pensée est une action ou une opération dite intellectuelle ou intelligible, car elle est le fait de l'intellect et a trait à de l'intelligible et unit les deux dimensions dans sa propre actualité. Deuxième thèse, il y a 2 sortes d'actions. L'une demeure interne à l'agent, commence et s'achève en lui. L'autre s'exerce sur une autre chose ou une matière extérieure. Cette dualité prolonge la distinction aristotélicienne entre action dite immanente et action dite transitive. Enfin, thèse numéro 3, n'agit que ce qui est en acte. Nihil agit nisi secundum quod est actu. N'agit que ce qui est en acte. Ce théorème est, pour ce qui nous occupe ici, des plus importants. Il jette les bases de l'articulation entre 2 notions, celle d'acte et celle d'actus, qu'on ne saurait confondre,
C'est le fondement de l'ontologie médiévale, donc péripatéticienne de l'action. T3 donc se présente encore sous différentes formes, comme omne agens agit in quantum actu est, tout agent agit dans la mesure où il est en acte, ou unum quodque agit secundum quod est actu. En tant que principe général, qui est commun à la plupart des scolastiques, je l'appelle principe de l'actualité de l'agent. De nombreux principes découlent du principe de l'actualité de l'agent ou supposent sa validité. C'est le cas du principe, qui commande toute la problématique de la forme dans le domaine de l'action en général et plus particulièrement celui de l'acte de pensée ou activité intellectuelle. Je l'ai décrit ailleurs sous le titre de principe de l'opération par la forme de l'opérateur. POF, ainsi défini par Thomas, c'est le texte 4. Illud quo primo aliquid operatur est forma operantis. Ce par quoi quelque chose opère à titre premier, c'est la forme de l'operantis, de l'opérance, de l'opérateur ou opérant. Sont liés à ce principe de l'actualité de l'agent le principe de la subjection. Rappelez-vous que j'ai parlé tout à l'heure de subjectivité comme d'une catégorie que l'on pouvait mettre en parallèle avec l'agence. Principe de la subjection, du fait de fonder l'action, la subjection de l'action, le fait de fonder l'action comme dans un sujet, dans la puissance de l'agent. Le principe subjectif de l'action, actiones sunt suppositorum, les actions relèvent de ou appartiennent au suppo ou sujet, tous deux essentiels à l'attributivisme, c'est-à-dire l'ensemble des doctrines assimilant les états ou les actes psychiques, noétiques ou mentaux à des attributs d'un sujet définis comme égaux. Rien d'étonnant à cela, si la pensée est une action, un acte ou une activité, a fortiori un état ou une disposition, elle doit être attribuable à quelque chose, quelle que soit la désignation de cet attributaire, agent, opérateur ou sujet, étant entendu qu'une action requérant un instrument ne s'attribue pas proprement à l'instrument, mais à celui qui s'en sert, l'agent dit pour cette raison principale, comme le stipule le principe d'attribution de l'action à l'agent principal. L'action proprement ne s'attribue pas à l'instrument, mais principali agenti à l'agent principal. Autre théorème attestant la prégnance des schèmes ontologiques mis en œuvre par les médiévaux pour construire une théorie de l'action, OSE, os operari sequitur ad esse, l'agir est fonction de l'être de l'agent. C'est le slogan vedette de la théorie de l'action au Moyen-Âge que l'on peut décliner d'autant de façons qu'il y a d'entendre cet essai, à commencer par la plus générale, la nature de la chose agissante. On a alors le principe de la détermination de l'action par la nature de l'agent. Actio cuius libet rei, sequitur naturam ipsius. Last but not least, le principe qui articule explicitement actio et actus, caractéristique majeure des théories scolastiques de l'action, le principe donc de la détermination de l'action par l'acte, actio consequitur modum actus in agente, l'action suit le mode de l'acte dans l'agent. Qu'est-ce qui, dans ce cadre contraignant et contraint, réclame ou suscite l'entrée d'un couple de formes nouveaux, l'inhérente ou informante et l'assistante? Qui en prend l'initiative? Dans quelles circonstances et à quelle fin? Le premier témoin est connu. C'est un avéroïste du début du XIVe siècle, Thomas Wilton, Thomas Anglicus, qui y recourt pour penser le rapport de l'intellect agent à l'intellect matériel et argumenter la thèse selon laquelle l'intellect agent est, je cite, la perfection de l'intellect matériel comme la lumière est la perfection du diaphane, du transparent. De ce point de vue, le rôle de Wilton est capital. Il a été magistralement analysé par Jean-Baptiste Brenet dans la traduction commentée de la question sur l'âme intellective, disputée à Paris dans les années 1310 par le maître anglais. C'est sous un angle un peu différent que je prendrai ici le dossier, celui que m'impose pour ainsi dire le titre de la question de Wilton. Peut-il être prouvé par un argument nécessaire et établi de manière évidente
que l'âme intellective est la forme du corps humain? On se dit, oh oui, certainement. Eh bien, il faut savoir qu'un philosophe aussi estimable que Guillaume d'Occam répondra non, cela est accessible seulement à la foi. C'est donc une question douloureuse pour le kamisme et c'est une question cruciale pour l'avéroïsme, et c'est pour la résoudre, cette question, que des générations de lecteurs d'Averroès recourront à la distinction des deux sortes de formes, pour penser le rapport de l'intellect humain et du corps. Donc, et non pas seulement, et quels que soient les recoupements entre les deux problématiques, celui des deux intellects, agents et matériels. Je me situerai donc ici avec ces auteurs, autrement dit après le déplacement de la distinction de Wilton de ce qu'on pourrait appeler l'illémorphisme noétique, en quel sens l'intellect agent est-il la forme de l'intellect matériel, à l'illémorphisme anthropologique, en quel sens l'âme intellective est-elle la forme du corps humain. Le titre de la Quaestio de Wilton mérite l'attention. C'est un titre viennois. Qu'est-ce à dire? Il est difficile d'établir à quelle forme de sélection naturelle des espèces obéit l'histoire des idées, écrit Jean-Baptiste Brenet. On dira que dans le cas présent, la grâce s'est un peu ajoutée à la nature, ou, si l'on préfère, que le magistère s'est saisi des enjeux philosophiques de la forme. De fait, il aura fallu rien de moins que 2 conciles pour faire la fortune de la forme assistante. Le premier, médiéval, est le concile de Vienne, 1311-1312, Vienne en Isère. Le second, post-médiéval, celui de Latran V, 1513, à quoi l'on peut ajouter, pour faire bonne mesure, la publication de la Ratio Studiorum des Jésuites, 1598-1599, et sa mise en œuvre immédiate au Collegium Romanum. Qu'est-ce donc qui transite, qui passe de 1311-1312 aux années 1600 de Vienne à Rome? Réponse est simple, une tentative de normer la science de l'âme. Construite, cette tentative, sur un schème ternaire, une topique, comme je dis, attestée du Moyen-Âge tardif à l'âge classique. Les enjeux philosophiques recoupant ici ceux de la théologie, le magistère prend la main et la garde. Le schème articule de fait 3 erreurs. Le mortalisme, l'âme humaine dite immortelle est en fait mortelle, donc ce qu'on appelle le mortalisme, l'unité de l'intellect, monopsychisme, la double vérité. Donc mortalisme, unité de l'intellect, double vérité, en faisant s'affronter 3 protagonistes majeurs, 2 philosophiques, l'alexandriniste, représentant le mortalisme, donc les disciples d'Alexandre d'Aphrodise, l'avéroïste, représentant l'unité de l'intellect et la double vérité, le troisième assurant ce que Gilson eût appelé le triomphe de la théologie dans la philosophie, et non pas de la philosophie dans la théologie, comme je crois l'avoir écrit malencontreusement dans la page que vous ne voyez pas, j'espère. La doctrine de la foi, donc, représentée par la théorie thomasienne de l'âme. La Constitutio Fidei Catholicae, foi catholique, du 6 mai 1312, donc le Concile de Vienne, prescrit une thèse anthropologique précise. La voici: l'âme raisonnable et intellective est par elle-même et essentiellement forme du corps. Vous en avez les arrêtés complets dans le texte numéro 5 qui est au tableau. Sont condamnés ceux qui refusent de confier directement à l'âme rationnelle ou intellective la fonction d'unification substantielle du composé humain. Une position attestée dans les Questiones de Pierre de Jean Olivier sur le 2e livre des sentences, riche en formules que l'on serait tenté de dire cartésiennes. On y lit en effet, dans ce commentaire du 2e livre des sentences par ce franciscain non standard qu'était Pierre de Jean Olivier, on y lit en effet notamment que la partie intellective de l'âme n'est pas forme du corps, bien qu'elle puisse être dite forme de tout l'homme, et qu'elle est
deuxième citation, unis au corps d'une union substantielle mais non formelle. Toutes expressions que l'on retrouve sous la plume de Descartes, dont le rejet de la conception illémorphique du rapport de l'âme et du corps, doublé du rejet du terme et de la notion même d'une âme, forme du corps, est ici ou là atténué de référence à l'âme comme seule et vraie forme substantielle de l'homme, et non pas du corps, y compris dans des pages refusant ouvertement les formes substantielles d'Aristote. La constitution Apostolici Regimis, donc le concile de Latran V du 19 décembre 1513, reprend les conclusions du concile de Vienne sur l'âme humaine comme forme du corps. Mais en 2 siècles, le spectre d'intervention s'est élargi. Il s'articule désormais en 3 points, ce que j'appelle la topique du Latran. La topique énonce 3 proscriptions, celle de la mortalité de l'âme humaine, celle de l'unité de l'intellect, celle de ce que certains, mais pas la Constitution elle-même, appellent, et les médiévistes après eux, la double vérité. La maladie est notoire, son syndrome emprunte à 3 foyers, le premier à Alexandre, le second à Averroès, le troisième aux avéroïstes latins, le tout à l'esprit du temps. La position intimée en réponse par le Concile n'est autre que la thèse de l'anthropologie thomiste, autrement dit un ensemble de points précis, ajoutés à la prescription viennoise inaugurale explicitement invoquée. La fusée du Latran est donc à 2 étages. Au premier, la prescription de la théorie thomasienne de la forme substantielle. Au second, le vaisseau composé de l'immortalité, de l'infusion et de la multiplicabilité ou multiplication des âmes individuelles. La forme inhérente de Vienne, complétée par la formule romaine, font de la topique du Latran un puissant outil de contrôle qui réarticule le choix épocal du magistère en 1312 et son aftermath médiéval, notamment parisien, aux besoins théoriques du XVIe siècle naissant. Cela posé, le formulaire romain ne tombe pas du ciel. La Constitution Apostolici Regiminis consacre de fait, en l'ajoutant à la prescription viennoise, un schème engagé depuis le XIVe siècle à l'Université de Paris, qui, la première, l'a concrètement mise en œuvre avant de l'exporter dans le reste de l'Europe. C'est ce schème qui nous intéresse ici au premier chef, c'est lui qui explique la forme et le contenu de l'intervention de Latran V dans le champ de la philosophie, devenu, comme tout champ à l'époque, champ du Seigneur. Alors, je saute un certain nombre de considérations et j'arrive au fond à ce que j'annonçais, à savoir que c'était l'Université de Paris qui, dans l'après-coup immédiat de la prescription de la théorie thomiste de la forme substantielle unique donatrice d'être au composé, ajoute, c'est cette université qui ajoute ce que j'ai appelé le schème, que nous allons maintenant pouvoir considérer plus en détail. Jean Buridan, voilà celui qui, au fond, introduit à ma connaissance ce schème sous la forme qui nous intéressera ici. Donc après le Concile de Vienne. Philosophe de métier, comme c'est indiqué ici, philosophe de métier car il n'est jamais devenu maître en théologie, Jean Buridan s'est confronté à 3 reprises au De Anima d'Aristote, il l'a commenté 3 fois, et il nous reste 3 cours de lui sur ce texte, et la question 3 de sa Tertia Lectura, de son 3e cours sur le livre 3 du De Anima, présente les 3 opinions, omnis perfectio trinitas, articulées par ses prédécesseurs immédiats, dont un certain Radulfus Brito, Raoul Le Breton, que malgré mes attaches avec la Bretagne, j'ai dû renoncer à vous présenter dans les minutes qui s'écoulent maintenant à grande vitesse. Donc cette intervention de Buridan prend la forme de ce que j'appelle une grille ou un crible, d'où émerge chacune des 3 positions que j'indiquais tout à l'heure par une sorte de combinatoire. Vous avez sous les yeux, c'est le texte 9, la présentation des 3 opinions. Celle d'Alexandre, puis T2, celle d'Averroès, et si nous tournons la page, nous arriverons à la 3e opinion qui est dite la vérité de notre foi.
Nous n'avons pas le temps de les lire, mais nous disposons, à défaut, de la représentation que j'ai essayé de donner de cette grille. La grille de Buridan, donc, d'un côté, âme intellective, avec les 5 critères ou caractéristiques qui vont nous permettre de confronter les 3 théories susceptibles d'être soutenues et dont 2 sont seront condamnées par la 35 et sont déjà considérées comme fausses au début des années du XIVe siècle. T1, la théorie d'Alexandre, T2, la théorie d'Averroès, T3, celle de Thomas, représentant la vérité de notre foi et la vérité tout court, puisque c'est la vérité philosophique, celle de Thomas d'Aquin. Donc vous avez les 5 points. La forme du corps est-elle forme substantielle? L'âme, forme du corps, est-elle forme substantielle inhérente au corps? Vous voyez qu'Alexandre répond oui, Averroès répond non, Thomas répond oui. Est-elle éduite, c'est-à-dire tirée de la matière, engendrée par la matière? Est-elle le produit d'une organisation particulière de la matière qui ferait qu'elle apparaîtrait à un certain stade du développement de l'embryon? Réponse oui pour Alexandre, non pour Averroès, non pour Thomas. Est-elle étendue selon l'extension de la matière? Oui, non, non. Est-elle engendrable et corruptible naturellement? Oui, non, non. Est-elle multiple, c'est-à-dire y a-t-il autant d'âmes rationnelles ou intellectives qu'il y a d'hommes? Oui pour Alexandre, non pour Averroès, oui pour Thomas. Comme vous le voyez, la première théorie dit oui à tout, la deuxième théorie dit non à tout, la troisième s'accorde tantôt avec la première contre la deuxième en disant oui à 1 et 5, tantôt avec la deuxième contre la première en disant non à 2, 3 et 4. Cette grille est la matrice de celle de la 35. La seule différence entre les deux réside dans la disparition de l'étendue. On passe de 5 caractéristiques à 4, vous les avez sous les yeux. Forme du corps substantielle inhérente, éduite de la matière, mortelle, engendrable et corruptible naturellement, multiple. Oui, 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 dit Alexandre. Non, 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 dit Averroès. Oui, non, non, oui, dit Thomas d'Aquin. Ça a l'air d'un panneau électoral helvétique lors de ce qu'on appelle une votation. Dimanche prochain, votez oui, non, non. Parce que, comme vous le savez, on pose plusieurs questions dans les votations. Puis-je tourner la page? Apparemment, non. Oui. Alors, il faut ici noter 2 choses. T2, la théorie T2, l'opinion dite d'Averroès, énonce la thèse centrale de l'averroïsme que j'appelle moderne, celui qui deviendra standard au XIVe, XVe et XVIe siècle, en introduisant les 2 types de formes. T2, la thèse d'Averroès vue par Buridan, soutient que l'intellect n'est pas une forme inhérente, mais une forme assistante, et il y a un corollaire, c'est une forme assistante dont le mode d'immanence ou de présence indistante aux hommes est le même que celui de Dieu au monde. Deuxièmement, T1, T3 présente la thèse d'Alexandre, celle d'Averroès et la vérité de notre foi, en mettant donc en série les 5 facteurs alternativement acceptés ou rejetés, qui deviendront 4 dans ce que j'appelle la topique du Latran. Alors, la grille de Buridan, n'est-ce pas, s'est allégée, comme on a vu, de l'étendue. Il n'est plus question de l'étendue dans la topique de la 35. On peut se demander pourquoi. Effectivement, peut-être parce qu'il est plus expédient d'avoir oui, non, non, oui, c'est-à-dire 2 oui, 2 non, donc 4 questions, qu'un chiffre impair, n'est-ce pas? Je ne sais pas, mais bon, ça, je pousse peut-être un peu loin les contraintes rhétoriques sur la formulation d'une pensée. Ce qui est certain, c'est que chaque point de la grille de Buridan pourrait être poursuivi pour lui-même et l'a été. Cela vaut tout particulièrement de l'étendue, dont l'élimination dans la topique du Latran ne signe pas, bien au contraire, la disparition
philosophique. Le thème déplacé vers d'autres complexes questions-réponses reste vivace jusqu'à l'âge classique, sous un angle précis où l'on voit se combiner illémorphisme et holonmérisme, pour reprendre le terme forgé par Henry Moore, donc le correspondant de Descartes, afin de désigner un mode d'immanence de la forme au tout, tel que la forme se trouve tout entière dans le tout et simultanément tout entière dans chaque partie. Donc tout entière dans le tout et tout entière dans chaque partie, TP, c'est le cas chez Buridan, évidemment. Et Buridan critique Averroès sur cette base. Il dit que Averroès soutient que l'intellect est séparé du corps, ce qui n'est pas faux en soi, mais qui est faux chez lui. Pourquoi ? Parce que, dit Buridan, Averroès a un concept erroné, étroit et philosophiquement inadéquat de la séparation. Il y a en effet deux types de séparation entre deux entités qu'on pourrait appeler X et Y, qu'Averroès ignore, ou plus exactement rejetterait, précisément parce qu'il se trompe, et c'est ce que j'ai indiqué dans le texte 13. Dans le premier type de séparation, X et Y ne sont pas séparés selon l'inhérence, puisque Y, la forme est inhérente à X, mais ils sont tels que Y subsiste quand X disparaît. Une forme peut être inhérente à quelque chose, mais elle en est séparée dans un sens qui convient à Buridan si elle peut subsister quand son substrat n'est plus. Dans le second, formulé selon le principe du holonmérisme, TTTP, X et Y sont séparés de telle façon que X est étendu et Y indivisible, et que Y étant indivisible est évidemment tout entier en X et tout entier en chaque partie de X. C'est un train d'arguments que vous retrouverez, effectivement, c'est présent chez Buridan, mais que vous retrouverez dans les discussions de Moore avec Descartes. Selon Buridan, c'est en ces deux sens, A et B, notés ici, que l'on peut et doit concéder que l'intellect est séparé du corps, et non au sens où l'entend Averroès. Cela posé, qu'en est-il précisément de la thèse rejetée par le magistère et de la distinction entre forme inhérente et forme assistante qui était censée sauver la thèse rejetée, à savoir la thèse d'Averroès, le monopsychisme? Sans entrer dans le détail, on peut noter une thèse fondamentale, attestée dès le XIIIe siècle avec les discussions de Siget de Brabant et de Thomas d'Aquin, dont la formulation standard consiste à distinguer deux types de formes. L'une qui donne l'être et l'opération, l'autre qui donne seulement l'opération. La première, qui donne l'être et l'opération à ce dont elle est la forme, est la forme dite inhérente ou informante. Celle qui donne seulement l'opération est dite forme assistante. Cette distinction fonde la théorie qui, du XIVe au XVIe siècle, définit l'avéroïsme. La théorie dite de la duplex forma propria hominis, la double forme propre de l'homme, qui est attribuée à Jean de Jandun. Selon cette théorie, l'intellect est la forme de l'homme, mais l'intellect ne donne pas au corps son être, il ne lui donne que son opération. Donc il est forme de l'homme, il n'est pas forme du corps. Et il ne donne à l'homme que son opération, la pensée. Le composé humain n'a pas qu'une forme, l'âme intellective, contrairement à ce que soutenait saint Thomas. Il en a deux, une pour penser, l'autre pour être. Plus exactement, l'une, l'intellective, pour être un pensant, ein Denkender, Udi Brentano, l'autre, la cogitative, c'est-à-dire aussi la sensitive et la végétative, pour être un homme. La forme opératoire est ce que Jean de Jandun, reprenant une expression de Siget de Brabant, appelle un operans intrinsecum, un opérateur intrinsèque. C'est un principe de dénomination extrinsèque et non pas un principe formel au sens strict de forme inhérente. Vous trouvez cela dans le texte 14. Il n'y a rien de gênant, je prends le texte en route, il n'y a rien de gênant à ce que l'homme ait une double forme propre, dit Jean de Jandun, l'une donnant à son corps
l'être substantiel, l'autre étant l'opérateur intrinsèque grâce auquel il est dénommé pensant. Il y aurait lieu de revenir sur cette notion de dénomination extrinsèque qui, elle aussi, aura un long avenir puisqu'on la retrouve dans la philosophie empiriste britannique classique sous le nom de external denomination et au-delà jusque dans la philosophie moderne. On pourrait multiplier les textes du Moyen-Âge tardif distinguant deux sortes de formes ou âmes, l'une constituant l'homme dans l'existence, l'autre le constituant dans l'opération. On pourrait dans le même sens distinguer sur la même ligne deux sortes d'êtres. L'esse dit constitutivum, l'être constitutif, et l'esse operativum, l'être opératoire. Une forme peut être forme sans donner l'être. Tel est le point capital, le point nodal. Rien n'empêche qu'une chose X soit appelée et soit forme d'une chose Y, et que cependant X ne donne pas l'être à Y. Vous trouvez de multiples attestations de cette thèse, bien que cette thèse soit condamnée, et jusqu'à la fin du XVIe siècle. On peut se demander pourquoi des thèses condamnées sont indéfiniment reprises. Je crois que c'est la vérification du principe de Renan. Réfuter, c'est faire connaître, n'est-ce pas ? Et effectivement, plus on réfute les avéroïstes, plus on fait connaître leur thèse. Le même constat vaut pour le Concile de Vienne, le même constat vaut pour le Concile de Latran V, malgré les proscriptions et prescriptions de la bulle de Léon X, malgré l'intégration de la grille que j'ai évoquée tout à l'heure au droit inquisitorial en 1578, ce qui n'est pas rien, et malgré la pression croissante des théologiens, c'est autour des deux formes, la forme du corps et la forme de l'homme, que s'articule le complexe de problèmes qui, en philosophie de l'esprit, ouvre la modernité. Si elle lie de manière décisive et pérenne jusqu'à Descartes, avéroïsme et platonisme, forme assistante et union de l'âme au corps, comme le pilote à son navire ou en son navire, selon la célèbre formule du De Anima 413 A7-8. On pourrait prendre de très nombreux exemples. Il y a ici un exemple avec le jésuite Francisco de Toledo, mort en 1596, c'est le texte 15, et vous voyez qu'il ne craint pas d'expliquer qu'il y a deux sortes de formes. Une forme se prend doublement pour la partie de la substance qui informe la matière et produit avec elle un composé essentiel qui est un par soi, ce qu'on appelle forme informante, pour une forme ou une substance qui n'est pas unie essentiellement, ni selon la substance, mais seulement selon une opération, comme le marin est uni au navire qu'il meut, et l'intelligence à la sphère céleste, ce qu'on appelle la forme assistante. À la question « Qu'importe ? What matters ?» Quel enjeu ? Toledo répondrait comme le fera Descartes dans sa lettre dédicatoire aux théologiens de Sorbonne, celle par laquelle il dédie ses méditations aux théologiens de Sorbonne et se met sous leur protection, la lutte contre le mortalisme. En effet, bien que la question, écrit Toledo, de la forme assistante soit des plus ardues, elle est aussi des plus utiles, car la résoudre, c'est acquérir la certitude que l'intellect n'est ni une puissance organique ni un corps, deux thèses qui, prises ensemble, aident grandement à prouver l'immortalité de l'âme rationnelle. Alors, le temps passe, donc je vais arriver à la toute dernière partie de cette intervention. D'où vient cette distinction entre forme assistante et forme informante ou inhérente ? Les jésuites la font remonter à Platon ou à Averroès. Elle ne figure originairement ni chez l'un ni chez l'autre. Pour tracer cette distinction en deçà de Wilton et de Buridan, je pense qu'il faut suivre un axe tout à fait précis, en dehors des trois voies ou trois pistes, ou plus exactement recoupant partiellement, une des trois pistes suggérées par Jean-Baptiste Brunet, angélologie, théologie des relations trinitaires et étiologie sacramentaire. Je privilégie, quant à moi, donc la théorie des relations, telle qu'elle est élaborée par l'ontologie catégoriale, c'est-à-dire pour les anciens et les médiévaux, l'interprétation de la théorie aristotélicienne des catégories.
La première apparition du couple inhérence-assistance figure en effet dans la théorie des relations, ou plutôt des relatifs, avec la distinction entre relatio inherens et relatio assistens. Jusqu'à un certain point, la distinction des deux formes, mobilisées en noétique et en anthropologie, est la reprise d'un schème conceptuel primitivement élaboré pour penser la nature et le statut de la relation, et surtout la critique de ce schème une fois appliqué à la théologie trinitaire. Ce schème est bien décrit par Thomas d'Aquin, qui, après Albert le Grand, en rappelle les premiers auteurs, Gilbert de Poitiers et les Porrétains, mentionnés au début de mon intervention, ces Porretani. Il y a, dit Thomas, deux manières de considérer la relation, en tant qu'elle est un accident, en rapport avec ce en quoi elle est, c'est-à-dire son sujet, et d'autre part, en tant qu'elle est une relation, c'est-à-dire en rapport avec autre chose que le sujet en quoi elle inhère. C'est pour désigner les relations considérées en tant que relations que Gilbert de Poitiers, au XIIe siècle, à l'époque d'Abélard, introduit la notion d'assistance. En tant que relations, les relations sont assistantes. Elles ne sont pas attachées de manière intrinsèque à un sujet, égal X, elles désignent un rapport ajouté qui échoit au relatif X parce qu'il se rapporte à autre chose, Y. Il tend vers autre chose, Y. Bon, X et Y sont ajoutés par moi. Je ne sais pas si ça ajoute grand-chose d'ailleurs. Il n'y a pas à redire à cette distinction. L'erreur de Gilbert, qui lui vaut d'être condamné au concile de Reims, est de ne considérer en Dieu que la relation en tant que relation. C'est cette thèse théologique qui lui vaudra les foudres du concile. Alors, les Porrétains ont-ils inventé l'assistance, cette relation qui vient s'ajouter à, survenir sur, comme le dit un autre texte de Thomas, l'un X dans son rapport à Y, sans être une qualité inhérente à la chose en question. L'ont-ils inventé? C'est possible, c'est même probable. Le lexique thomasien est précis et reflète une structure conceptuelle bien arrêtée. Comme rapport entre deux créatures, une relation présente deux aspects. En tant qu'accident, elle est dans un sujet. En tant que relation ou rapport, elle est relative à un autre, en quoi elle passe, elle assiste, est présente à, adsistit, ce à quoi elle se rapporte. Un accident de ce type peut donc bien cesser d'être sans que cela entraîne une transformation de ce en quoi il est, car son être essentiel et définitionnel, sa raison ou notion, ne s'accomplit pas en ce qu'il est dans un sujet, mais dans le passage, le transitus, le renvoi à un autre. On est ici très proche de la notion de changement cambridgien. Ni forme accidentelle, ni forme substantielle, l'intellect séparé des avéroïstes n'informe pas le corps, mais l'assiste. L'unité de l'homme est réduite à un agrégat. Hérésie et erreur philosophique pour un thomiste au Moyen-Âge, pour un aristotélicien à l'âge classique, comme en témoigne la querelle d'Utrecht opposant Descartes et son disciple Régius aux aristotéliciens calvinistes de l'université d'Utrecht, menée par le très venimeux adversaire de la nouvelle philosophie, comme on appelle à l'époque le cartésianisme, à savoir Gisbert Voet, Voetius, qui s'attaque à Descartes et à Régius avec cette batterie d'arguments. Je vais terminer par là, donc, en vous citant quelques textes. Dans la Narratio Historica, on voit que Voetius s'attaque à Descartes en comparant l'intellect universel d'Averroès à une sorte de génie assistant et en mettant Descartes au défi, lui qui a abandonné les formes substantielles, de s'opposer victorieusement à Galien, Averroès ou Platon. C'est le texte 18, n'est-ce pas ? Si quelqu'un nie cela et y substitue le mélange de Galien ou une particule du souffle divin ou l'âme du monde ou l'intellect universel d'Averroès ou l'esprit de Platon comme un génie assistant exilé dans la prison du corps et attaché à celui-ci comme Prométhée au Caucase, si quelqu'un dit « j'y substitue de telles choses », quels seront vos arguments pour le réfuter avec plus de succès et d'une façon plus définitive que ne le font les défenseurs des formes. Dans sa thèse 7 contre Descartes et Régius, commentant
explicitement l'erreur de deux théologiens antérieurs, Torellus et Gorléus, selon laquelle l'homme est un être par accident, thèse qu'il impute allègrement à Descartes. Voetius souligne que cette opinion se heurte à de nombreux dogmes métaphysiques sur les principes et les causes, notamment sur la cause univoque et la cause équivoque, le principe interne et le principe externe, la forme informante et la forme assistante. Poussant à bout l'image du génie assistant, Voetius va jusqu'à imaginer, Oresco référence, la glande pinéale investie par un démon. Si l'on suivait Descartes, si l'on réduisait l'unité de l'homme à celle d'un agrégat, il s'ensuivrait que l'ange ou le démon, dans le corps d'un possédé, surtout s'il se tient dans la glande pinéale ou qu'il occupe de sa force cette glande plutôt que d'autres parties du corps, ne fomenterait ni plus ni moins une unité que l'âme qui existe dans le corps, car dans l'un comme dans l'autre cas, le genre et le mode de l'union seraient identiques, à savoir par accident, et pas plus dans un cas que dans l'autre, il n'y aurait une unité substantielle ou une seule substance ou nature. Le génie assistant de Voetius lui-même n'est pas sans parallèle aux confins de la philosophie de l'esprit et de la psychiatrie. C'est à la forme assistante que recourt François Garras quand, examinant l'opinion et discours de nos libertins touchant la possession des corps faite par les diables et ce qu'il juge des personnes endiablées, il fixe en ces termes la distinction entre frénétique et démoniaque. Frénétique est un esprit démonté par la violence de ses propres humeurs déréglées, tels que sont tous les libertins, qui sont agités de l'humeur hypocondriaque, au lieu qu'un démoniaque est celui qui est hors de soi par la violence du démon qui l'agite et qui lui sert comme d'une forme assistante, et peut arriver ce malheur à des personnes de fort miraculeuse vie, comme les anciennes histoires et l'expérience journalière nous l'enseignent. Le paradigme du marin et du navire, repris par Descartes, ou celui abondamment utilisé au Moyen-Âge de l'ange de Tobie, se rencontre à l'enseigne de la forme assistante avec les fous, les possédés, les démons ou les énergumènes. Comme le dit encore dans les années 1700 le digne représentant de la scolastique cartésienne Edmond Pourchot, cette fois recteur de l'Université de Paris, qui, dans ses Institutiones Philosophicae, distingue en ces termes, ceux du texte 22, l'union de l'âme rationnelle au corps, de la relation accidentelle qui joint le démon à l'énergumène. Le corps humain est communément appelé sujet d'information, subjectum informationis, par rapport à l'âme rationnelle, laquelle le parachève, de sorte que de l'une ou l'autre substance, comme de deux parties essentielles, l'homme soit produit. C'est pourquoi on dit de l'âme rationnelle qu'elle est la forme informante, forma informans, du corps humain, dans la mesure où elle lui est unie essentiellement et selon sa destination. En revanche, le démon, dans l'énergumène, auquel il se trouve accidentellement conjoint, l'école a coutume de l'appeler forme assistante. Je pourrais conclure en lisant ce que j'ai écrit sur la forme enjeu philosophique, mais le temps s'étant dramatiquement écoulé, je m'arrête là en vous laissant avec les démons, les énergumènes et les formes informantes quand même. Merci de votre patience.